Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Ou bien prendre les armes. Mais le FLN tient ses engagements. Ils joueront au football. Une fois les déserteurs de footballeurs professionnels algériens installés confortablement à Tunis, sous les bons auspices du président Habib Bourguiba et des combattants du Front de Libération Nationale, l'équipe du coach Mohamed Boumzrak et Mokhtar Harebi engage des séances d'entraînement pour une mise au point physique en vue d'une longue tournée internationale. Mustapha Zitouni et ses coéquipiers passent leur premier galop d'essai en amical. Victoire 6-1 sur les Aigles de Carthage de Tunisie, le 3 mai 1958, au stade Chedli Zuiten de Tunis. Un test grand format en prélude à leur premier match officiel, 6 jours plus tard, contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Sur les mêmes installations, ils signent leur première victoire, 2-0, sous les couleurs vert et blanc du FLN. Après avoir dominé un bon moment, ça y est, Zitouni marque le premier but. L'équipe d'Algérie ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. L'équipe défensivement en difficulté, l'attaquant de l'AS Monaco, Kadour Bekloufi, se reconvertit au poste de défenseur, appuyé par Kaldi Hamadi, un autre défenseur algérien résidant en Tunisie, qui entre-temps a rejoint le groupe. Mise au point, la délégation quitte pour la première fois la Tunisie en juin 1958 dans des conditions de voyage assez rudes. Les premiers voyages se font en bus, en minibus. On traverse comme ça des déserts. On part de Tunis et puis on traverse toute la Libye, puis on va en Égypte et puis on arrive à Jérusalem. Suite à une plainte des colons français à la FIFA sur la désertion des footballeurs algériens, plusieurs pays sollicités voient d'un très mauvais œil cette sélection du FLN. L'instance fêtière du football mondial menace tous ses membres qui commettraient l'erreur de jouer contre la sélection révolutionnaire. Nous étions des déserteurs de la FIFA, donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Bon, c'était des matchs amicaux. Quand on a quitté la France, on fait l'Angleterre, tout ça, on était interdit de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit, alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. Il y avait toujours une excuse. La Tunisie et la Libye, seul soutien du FLM dans tout le Maghreb, sont suspendus de la FIFA. Siège de la frêle Confédération africaine de football, à peine âgée de 2 ans et muette sur les turpitudes de l'équipe du FLN, la République arabe d'Égypte se tient très à distance de ce conflit larvé pour éviter de nouveaux ennuis au lendemain de la guerre qui l'a opposé, le 29 octobre 1956, à la France, le Royaume-Uni et l'État d'Israël à propos de la nationalisation du canal de Suez. Nasser responded by nationalizing the Suez Canal. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant, en plein espace aérien marocain, l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. À Alger, dans les locaux de la DST, les 5 chefs rebelles capturés, Boudiaf, Aïd Ahmed, Kider, Ben Bella et Lashraf, se préparent à être transférés à Paris. Le roi, qui estimait avoir failli à ses hôtes, voulait rembourser sa dette. En accueillant officiellement l'équipe du FLN, il reconnaissait implicitement la souveraineté algérienne, une insulte pour la France, une provocation pour la FIFA. Le gouvernement français de l'époque avait commis vis-à-vis de Mohamed V un acte de piraterie internationale. Alors que Mohamed V mette son équipe officielle à jouer contre l'équipe du FLN, ma foi, c'était pas très grave pour le gouvernement français de l'époque. Équipe non grata un peu partout sur le continent africain, le 11 de l'indépendance s'envole pour le bloc socialiste de l'Europe de l'Est. De mai à juillet 1959, elle livre une vingtaine de matchs en Pologne, Hongrie, Bulgarie, ex-Tchécoslovaquie, URSS, Roumanie. Un match nul, ce serait déjà bien, cependant, elle veut réussir un résultat encore meilleur. Un magnifique tir de Medziani, 2-1. C'est du délire, l'équipe d'Algérie vient de prouver qu'elle sera bientôt l'une des grandes équipes internationales. Sa victoire sur la Bulgarie est pleine de promesses pour l'avenir. En Roumanie, on a fait un match, c'était la fête, le football extraordinaire. Eh bien, on ne devait faire qu'un seul match. Ils nous ont obligés à faire un deuxième match 2 ou 3 jours après.
tellement c'était beau, c'était bien joué, les relais, les 1-2, tout ce football que vous voyez maintenant. Cette équipe du FLN n'est pas reconnue par la FIFA. L'organisateur du football mondial menace même de sanctions les futurs adversaires des Algériens. Les dirigeants arabes réussiront cependant à organiser des matchs contre des pays bienveillants à l'égard de leurs combats indépendantistes, essentiellement des pays communistes. Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor, qu'on rencontrait, au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose, c'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence. Et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand ils participaient en Coupe du Monde, dans les éliminatoires. Et d'octobre à décembre 1959, la sélection du FLN va au Moyen-Orient et en Asie, multipliant des matchs dans plusieurs pays de ces régions. À l'époque, il y avait Mao Tse-tung et il y avait le Premier ministre, c'était Chou Enlai. C'est des personnalités, des monuments. Nous avons serré la main tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, réception à 7h du matin à son palais. Ensuite, petit déjeuner rapide, etc., léger. Et le bonhomme, avec des espadrilles, fait avec des caoutchoucs de pneus, attaché avec le truc. Un pneu, tu mets ton pied et tu l'installes. C'est incroyable, c'est pas possible. Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. C'est diplomatique. Hein. En pleine guerre froide, où toute manifestation sportive traverse péniblement le rideau de fer divisant le monde, aucun club ni sélection du bloc capitaliste de l'Ouest croise le 11 de l'indépendance du Front de libération nationale. Même au sein du mouvement des non-alignés fondé en 1961 et censé briller par leur neutralité, seuls 12 pays membres voteront d'ailleurs pour l'indépendance de l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations unies de 1958. Dans son livre intitulé « Dribbleur de l'indépendance, incroyable histoire de l'équipe de football du FLN algérien », le journaliste Michel Naïd Chalal raconte que de tout son périple, le 11 d'indépendance avait livré en 4 ans 83 matchs pour 57 victoires, 14 nuls, 12 défaites, 349 buts marqués, 119 encaissés, grâce au sens patriotique des joueurs qui avaient courageusement quitté la France pour donner une âme à un pays, l'Algérie. Avec les armes qui sont les leurs, hein, c'est-à-dire leurs pieds, leurs jambes et un ballon de football, ils parviennent à un résultat incroyable. D'ailleurs, le président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, Farhat Abbas, dit vous avez, à tous ces joueurs, hein, cette équipe de football du FLN, vous avez fait gagner 10 ans à la cause de l'Algérien. Et le 29 juin 1962, après l'accès de l'Algérie à la souveraineté internationale, le 11 d'indépendance livra son dernier match en 1970 devant 20 000 spectateurs au stade d'Alger. Vivants ou morts, tous les joueurs de l'équipe du FLN et son staff furent déclarés héros de l'indépendance de l'Algérie. Les joueurs du FLN apprennent enfin l'immense nouvelle. Le 5 juillet 1962, l'Algérie acquiert son indépendance. Les hommes qui ont composé l'équipe du FLN sont eux aussi salués pour leur engagement. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.